Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr, un webinaire un petit peu nouveau dans la présentation et dans l'organisation puisque nous avons décidé, on a vous le savez classiquement 4 à 5 webinaires par an avec une partie présentation, une partie questions-réponses et vous êtes très nombreux à nous poser des questions, donc on a décidé de changer et de vous proposer une petite innovation avec un webinaire qui est entièrement dédié à vos questions auxquelles nous allons répondre avec Natesh Dina. Bonjour Natesh. Bonjour à tous, bonjour Henri. Natesh Dina qui est le responsable commercial de placementdirect.fr, conseiller privé également. Alors nous sommes ensemble pendant environ 30 minutes, donc un format entièrement dédié à vos questions. Nous avons segmenté les questions en 3 parties, une partie assurance vie, une partie épargne retraite et une partie stratégie d'investissement. N'hésitez pas, durant tout ce webinaire, toute cette présentation, à nous faire des commentaires, à nous poser d'autres questions. C'est un moment privilégié d'échange avec vous, donc il faut en profiter pour le faire au maximum. Et puis ça peut aussi nous donner des idées pour de prochains sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Nous pouvons débuter cette présentation questions-réponses avec la première partie sur l'assurance vie et une question, on y arrive, une question pour Natesh, une question de Michel et Sandrine qui nous ont posé tous les deux en fait la même question. Natesh, est-ce qu'il est judicieux d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie? Alors Sandrine et Michel, non seulement c'est possible, mais surtout, j'ai envie de dire que c'est dans votre intérêt, et ceci pour plusieurs raisons que je vais vous détailler à ce jour. Donc la première raison, c'est que vous allez pouvoir optimiser la performance. En assurance vie, donc les contrats n'ont pas tous les mêmes caractéristiques en termes de frais, d'offres financières ou encore de rendement du fonds en euros. Donc en souscrivant plusieurs contrats, vous ouvrez votre patrimoine à un univers d'investissement plus large, plus varié et potentiellement plus performant. Donc c'est également un bon moyen de profiter des dernières innovations apportées par certains contrats. La deuxième raison, c'est que vous allez pouvoir diversifier les risques. Donc, vous connaissez certainement cette expression, donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ben, ça vaut également aussi en assurance vie. Donc, détenir plusieurs contrats donc auprès de plusieurs assureurs permet de mieux protéger votre épargne si l'un d'eux venait à connaître des difficultés. Mais cela vous permet aussi également de multiplier le nombre de fois où la garantie de 70 000 euros, donc assurée par le fonds de garantie des assurances de personnes, pourra s'appliquer. Et enfin, la troisième raison, c'est que vous allez pouvoir cloisonner les règles fiscales. Donc, la fiscalité pour transmettre en assurance vie est très favorable, mais elle évolue selon que les versements ont été réalisés avant ou après 70 ans. Donc, pour éviter de mélanger ces deux règles fiscales, vous avez intérêt, à partir de 70 ans, à effectuer vos versements sur un nouveau contrat. Donc, si vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance vie, c'est déjà bien, mais si vous en détenez plusieurs, c'est encore mieux. Merci Natesh, c'était très clair. Alors, nous passons à la question suivante, une question à laquelle je vais répondre, une question de Philippe qui nous demande si il est préférable pour un jeune adulte de privilégier un compte titre ou une assurance vie. Alors Philippe, on a tendance à dire chez placementdirect.fr que en matière d'épargne en France, il y a 2 enveloppes fiscales qu'il faut souscrire le plus tôt possible. C'est le PEA, le plan d'épargne en action, et l'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un compteur fiscal qui tourne dès la souscription du contrat. L'assurance vie, vous savez que la maturité fiscale est de 8 ans. Au-delà de 8 ans, les retraits sont fiscalement beaucoup mieux puisqu'il y a un abattement annuel sur les gains qui est de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé. Donc, j'ai tendance à vous dire, Philippe, pour un jeune adulte, il est préférable de commencer par un contrat d'assurance vie, au moins pour prendre date et faire tourner ce compteur fiscal. Et puis ensuite, en termes d'investissement, l'assurance vie aujourd'hui permet d'investir dans tout un tas de choses, tout un tas de véhicules d'investissement, tout un tas de sous-jacents. Mais en plus de ces supports d'investissement, vous avez le fameux fonds d'euros qui n'est disponible qu'au sein de l'assurance vie, qui est garanti en capital à tout moment, qui offre une rémunération qui progresse depuis 2 ans maintenant. Donc, j'aurais tendance à penser contrat d'assurance vie en priorité, un PEA pour prendre date aussi, mais ça limite aux actions européennes, le PEA, et puis un compte titre, pourquoi pas, mais plutôt en 3e position. Voilà. Alors, une question maintenant, de nouveau pour Natesh, une question de Nicole Natesh qui nous demande, qui est encore en activité, Nicole, qui pense travailler d'ailleurs jusqu'à 67 ans, et qui nous demande comment optimiser la transmission d'un capital à sa fille. Eh bien, Nicole, vous avez une première solution assez évidente, donc qui consiste à ouvrir un contrat d'assurance vie, puisque comme vous le savez, avant 70 ans, donc l'assurance vie bénéficie d'un cadre fiscal très avantageux.
Donc, chaque bénéficiaire, quel que soit le lien de parenté avec le souscripteur, profite d'un abattement individuel donc de 152 500 euros. Et au-delà de cet abattement, c'est un taux forfaitaire de 20%. Donc, l'assurance vie est une excellente solution pour optimiser la transmission d'un capital à ses proches. Le PER peut également, pourquoi pas, être envisagé, puisqu'il vous permet d'avoir une économie d'impôt à l'entrée. Donc, les versements sont déductibles d'un PER et derrière, si vous n'avez pas besoin de ce complément de revenu une fois à la retraite. Donc, vous pouvez garder ce PER indéfiniment et le transmettre sans rendre l'avantage fiscal que vous avez obtenu lors des versements. Donc, là aussi, si vous voulez, il peut y avoir un peu d'ingénierie autour du PER, mais la solution qui nous vient en tête et qui nous semble la plus évidente immédiatement et avant 70 ans, c'est bien sûr l'assurance vie. Ah oui, parce que l'abattement n'attèche de 152 500 euros. Imaginons que Nicole ou qu'un autre souscripteur d'un contrat ait 3 enfants, et il peut en fait transmettre plus de 450 000 euros en franchise d'impôt, et c'est valable pour chaque parent. Donc en fait, l'assurance vie, en plus des abattements de 100 000 euros par enfant qu'il y a en ligne directe, sur l'actif de succession, mais sur l'actif hors succession qui est l'assurance vie, ça permet quand même de transmettre des sommes très importantes. Donc en fait, en s'y prenant bien, on peut réellement optimiser la transmission de son patrimoine, et l'assurance vie est clairement adaptée pour ça. Merci Natèche. Mais je crois que c'est encore une question pour toi, Natèche, puisque Gilles, alors Gilles L, parce qu'on a plusieurs Gilles qui ont posé des questions, mais Gilles L qui nous demande si un contrat d'assurance vie est toujours exonéré en fait pour les héritiers ou pour les bénéficiaires, parce que sur un contrat, c'est bien une clause bénéficiaire avec des bénéficiaires qui s'appliquent. Alors, j'ai envie de dire que c'est un complément de la question que nous a posée Nicole. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la question de Nicole, qui nous demandait quelle était la meilleure solution donc pour optimiser la transmission d'un capital à sa fille. Eh bien là, l'assurance vie avant 70 ans, on l'a vu, c'est très très intéressant. Alors, ce n'est pas totalement exonéré puisqu'il y a un abattement individuel jusqu'à 152 500 euros. Et au-delà, c'est un taux forfaitaire qui s'applique de 20% jusqu'à 852 500 euros et 31,25% au-delà. Donc, rappelons que le conjoint, depuis la loi TEPA de 2007, est entièrement exonéré. Et également, l'assurance vie après 70 ans, il ne faut pas l'oublier, puisqu'elle reste très intéressante d'une façon générale, un peu moins qu'avant 70 ans, mais elle reste intéressante puisqu'il y a un nouvel abattement qui s'applique, commun à l'ensemble des bénéficiaires, qui est de 30 500 euros, et surtout, les intérêts générés par le contrat vont être totalement exonérés. Donc, l'assurance vie reste une très bonne solution pour transmettre, quel que soit votre âge. Très bien, merci Natèche. Et on le rappelle, les deux abattements avant-après 70 ans se cumulent. Donc, en fait, n'importe qui après 70 ans a intérêt à continuer ses versements, au moins pour optimiser la mise en place de ce nouvel abattement, 30 500 euros, dans une logique bien sûr de transmission. Merci Natèche. Je crois que nous avons terminé la partie consacrée aux questions autour de l'assurance vie. Maintenant, nous passons aux questions sur l'épargne retraite avec du coup Gilles B cette fois-ci qui nous pose une question sur l'épargne retraite et qui nous demande, je vais y répondre, qui nous demande comment sortir en capital d'un article 83 constitué de versements obligatoires. Alors, si on revient un petit peu sur l'histoire de l'épargne retraite et des différents dispositifs d'épargne retraite que nous avons pu connaître, la loi Pacte a lancé un nouveau produit d'épargne retraite, le plan d'épargne retraite, qui est un produit unique aujourd'hui et qui vient remplacer les anciens plans d'épargne retraite populaires, contrat Madelin pour les indépendants, les articles 83 dans le cadre aussi d'un plan collectif. Et donc, aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul produit. Toutefois, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces dispositifs, il y a 3 compartiments, je ne vais pas rentrer trop dans le détail d'un PER, mais tous les compartiments ne permettent pas de sortir en capital. Et malheureusement, pour un article 83, lorsqu'il est transféré ou pas d'ailleurs sur un PER, le 83 ne permet pas de sortir en capital. Pour sortir en capital d'un article 83, il fallait, à l'époque où c'était encore possible, parce qu'il y a eu une cohabitation entre les anciens dispositifs d'épargne retraite et le plan d'épargne retraite, il fallait en fait faire un double transfert pour y parvenir, transférer son article 83 vers un PERP, puis transférer son PERP vers un PER, ce qui permettait là d'alimenter le compartiment 1 du PER qui permet de choisir une sortie en capital. Parce que le PER, en fait, aujourd'hui, et le compartiment qui remplace les anciens dispositifs individuels, permet d'avoir le choix entre rente viagère et capital. Les anciens dispositifs ne donnaient pas de choix, c'était forcément une sortie en rente viagère. Donc malheureusement, Gilles, l'article 83 ne permet pas de sortir en capital. Toutefois, il faut bien avoir en tête que les assureurs permettent, et la réglementation encadre ça, permettent de sortir en capital pour des rentes de faible montant. Aujourd'hui, on est sur des rentes jusqu'à 110 euros par mois. En fait, au moment de liquider votre dispositif en rente viagère, si la rente fait moins de 110 euros par mois, vous pouvez demander à sortir en capital. Pour avoir un ordre d'idée, 110 euros par mois, à peu près 65 ans, ça ferait environ 30 000 euros de capital. Donc, somme toute, il y a des possibilités de sortir
en capital de son article 83 si c'est entre guillemets un petit article 83. Sinon, malheureusement, si c'est des rentes plus importantes, eh bien, il faudra sortir en rente viagère. La sortie en capital ne sera pas possible. Voilà, Gilles. Allez, Nathalie, une question pour toi, une question de Pierre qui nous demande quel est l'âge maximum pour adhérer à un PER. Alors Pierre, je suis ravi de répondre à cette question parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que dans la réglementation, on ne prévoit pas, on n'encadre pas l'âge maximum pour adhérer à un PER et pour effectuer des versements sur un PER. Ce qu'il faut regarder, c'est contrat par contrat. Parce qu'en fait, le contrat, lui, peut encadrer l'âge maximum. Et si on regarde le cas chez placementdirect.fr, donc nous avons 2 PER à ce jour, donc le contrat placement direct assuré par Swiss Life et le PER, placement direct retraite ISR, assuré par l'UMR. Donc pour le PER de chez Swiss Life, donc il ne retient aucun âge maximum. Le PER, donc assuré par l'UMR, retient un âge limite de 70 ans pour une personne qui a arrêté de travailler, donc qui n'est plus active, et de 75 ans si l'adhérent est toujours en activité. Donc là, il faut regarder contrat par contrat, mais il y a quand même pas mal de souplesse pour adhérer à un PER, y compris après l'âge légal de la retraite. Merci Nathalie. Après, la question indirecte qu'on peut se poser, c'est est-ce que une fois à la retraite, j'ai réellement intérêt à effectuer un versement déductible sur mon PER alors que je suis déjà à la retraite? Dans une logique de préparation de la retraite, ça peut sembler un petit peu particulier, un petit peu bizarre. Après, dans une logique de transmission, on y reviendra. Il peut y avoir un intérêt, sachant qu'à la retraite, si vous n'avez plus de revenus professionnels, vous avez forcément comme plafond d'épargne retraite 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu d'ingénierie, mais d'une façon générale, c'est techniquement possible. Est-ce que vous y avez grandement intérêt? Bon, c'est au cas par cas, c'est pas toujours évident. Merci Nathalie. Alors une question d'Adriane qui nous demande si il est possible de liquider. Alors voilà, celle-là c'est le cas inverse. Est-ce qu'on peut garder ou souscrire ou adhérer à un PER tardivement? Est-ce qu'on peut là liquider son PER avant l'âge de la retraite? Alors normalement non. Ce qu'on dit des plans d'épargne retraite, c'est que ce sont des produits illiquides jusqu'à l'âge de la retraite, des produits tunnels. Toutefois, le PER a apporté une innovation par rapport aux anciens dispositifs. Donc bien sûr, il y a la sortie en capital, on l'a vu précédemment. Il y a également la possibilité de liquider son PER pour l'acquisition de la résidence principale. Donc, d'une façon générale, l'épargne retraite et le PER, vous avez les cas de sortie anticipée pour accident de la vie, surendettement, fin des droits au chômage, décès d'un proche, invalidité. Ce sont des cas bien sûr subis qui peuvent permettre de sortir avant l'âge de la retraite parce que on peut avoir besoin évidemment de compléments financiers face à de telles difficultés. Et puis, il y a la possibilité de sortir par anticipation pour l'acquisition de la résidence principale. Attention toutefois, nous, on l'intègre chez placementdirect.fr comme une souplesse, mais non pas une stratégie patrimoniale. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une sortie en capital pour l'acquisition de la résidence principale, les fonds que vous allez retirer de votre PER s'ils ont été déduits à l'entrée, mais c'est le cas classique, seront refiscalisés comme une sortie en capital au moment de la retraite. Et donc, vous risquez potentiellement, puisque vous risquez certainement de sortir une somme importante pour avoir un complément pour acquérir votre logement, vous risquez en fait de sortir une somme importante qui pourrait vous faire passer sur un taux marginal d'imposition supérieur parce que vous allez ajouter cette somme à vos revenus imposables. Donc en fait, vous pourriez peut-être être plus fiscalisé sur cette sortie anticipée que l'économie d'impôt que vous avez réalisée à l'entrée. Donc là, attention, il faut vraiment le prendre comme une souplesse, mais non pas comme une stratégie parce que ça peut être fiscalement désavantageux. Voilà, Adrienne. Alors, Nathalie, j'ai une question pour toi, une question toujours sur l'épargne retraite et une question de Claude qui nous demande s'il est possible de conserver donc son PER indéfiniment. On l'a un petit peu vu déjà, Nathalie. Bien sûr. J'ai envie de dire oui, tout à fait. En fait, il peut y avoir, comme on l'a vu précédemment, une limite dans l'âge pour adhérer à un PER. Par contre, une fois que vous avez adhéré à un PER, il n'y a pas de limite qui vous donnerait une contrainte. Par exemple, de liquider votre PER. Donc, à partir d'un certain âge, vous pouvez très bien le conserver jusqu'à la fin de vos jours et l'utiliser quelque part comme un outil de transmission qui peut être très intéressant. Exactement. Et si on prend l'exemple, on en parlait tout à l'heure avec la loi TEPA, mais quelqu'un qui a adhéré à un PER, qui a effectué des versements déductibles tout au long de sa vie, qui se retrouve à la retraite à ne pas avoir besoin de complément de revenus, qui a par exemple déduit 30 ou 41% de ses versements, et qui met comme bénéficiaire de son PER son conjoint, le conjoint est exonéré depuis la loi TEPA, ça voudrait dire que là, il y a une transmission en franchise d'impôt du PER avec une économie d'impôt à l'entrée qui a été très intéressante. Donc, c'est quelque chose de très puissant
qui ne doit pas être envisagé comme le PR doit pas être envisagé comme un produit de transmission, ça doit être envisagé comme un produit de complément de revenu à la retraite. Par contre, si à la retraite, vous n'avez pas spécialement besoin d'aller piocher dans votre PER, il serait dommage de vous forcer à le liquider et plutôt opportun de l'utiliser comme produit de transmission. Merci Natèche. Une question épargne retraite toujours, une question de Philippe. Philippe qui nous demande si le montant maximum à déduire sur un PER tient compte des montants versés pour les enfants. Alors, qu'on reprenne un peu le schéma d'un PER, vous avez sur votre avis d'imposition que vous allez recevoir cet été, mais également lorsque vous avez fait votre déclaration, vous avez un avis de situation déclarative qui vous a été envoyé, votre déclaration en ligne. Vous avez un plafond qui est individuel, donc ça c'est bien marqué sur votre avis. Vous avez un plafond d'épargne retraite qui est en dernière page de votre avis. Pour le déclarant 1, un plafond d'épargne retraite dans le cas où il est marié ou pacsé pour le déclarant 2, et puis potentiellement un plafond d'épargne retraite pour les enfants. Attention, parce que on parle bien des enfants majeurs, les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal des parents. Pour les mineurs, depuis cette année, ça a changé. Les versements effectués sur un PER pour les enfants mineurs ne sont plus possibles. Donc, monsieur ou madame a son plafond, le conjoint 2 a le plafond individuel. Il est possible de les mutualiser. Par exemple, monsieur a un plafond de 15 000 euros, il fait un versement sur son PER de 20 000 euros. Il peut aller piocher dans le plafond du conjoint les 5 000 euros qui lui manquent. Ça, c'est possible. Il y a une case à cocher sur la déclaration. L'enfant majeur attaché au foyer fiscal a ses propres plafonds sur son propre PER qui peut jouer sur les revenus imposables du foyer. Mais voilà, il n'y a pas de mutualisation possible sur le PER de monsieur, d'un des deux conjoints en tout cas. Donc, le fonctionnement est assez simple. Il faut surtout regarder son avis d'imposition et voir quel est l'intérêt, quel est le plafond à ne surtout pas dépasser parce qu'au-delà de ce plafond, ce ne serait plus intéressant et ce ne serait plus déductible. Et puis aussi le versement optimal parce qu'on le rappelle, le PER n'est intéressant à notre sens que pour des clients qui seraient soumis à un taux marginal d'imposition de 30% minimum en dessous. On le rappelle, le PER, sauf cas exceptionnel, mais le PER est illiquide jusqu'à la retraite. Donc 11% de taux marginal inférieur, c'est pas suffisant pour justifier d'une illiquidité jusqu'à l'âge de la retraite. Plutôt privilégier l'assurance vie qui est disponible à tout moment. Alors nous passons à la troisième partie, Natèche, de nos questions. Une partie consacrée aux stratégies d'investissement qu'il est possible de mettre en place actuellement. On le voit depuis quelques jours, le contexte est un petit peu plus chahuté avec ce qui se passe avec la Banque Centrale Européenne notamment, qui vient de baisser ses taux courts, mais également avec, comment dirais-je, un peu le rififi politique qu'il peut y avoir en France sur les différentes annonces qu'on a pu connaître ces derniers jours. Et donc, automatiquement, ça fait un petit peu bouger les marchés. Les marchés n'aiment pas trop les surprises. Donc, il y a certainement un petit peu voilà, il y a des questions qui nous ont été posées qui sont assez intéressantes. Il y a pas mal de choses intéressantes, à mon avis, à raconter aujourd'hui, Natèche. Alors, c'est une question de Marie qui, Natèche, nous demande si les comptes à terme sont actuellement toujours intéressants. J'ai envie de vous dire, oui, mon capitaine, oui, je confirme, les comptes à terme sont toujours intéressants. Et pourquoi? Mais déjà, dans un premier temps, rappelons ce que c'est qu'un compte à terme et l'avantage donc d'ouvrir un compte à terme. C'est que ça vous permet de verrouiller dans le temps un taux de rendement. Donc, c'est une forme garantie de rémunération dans le temps, et une forme de sécurité. Donc, si demain les taux revenaient à des niveaux très très faibles, comme on a pu le connaître ces dernières années, comme tu l'as dit, Henri. Donc, sur le compte à terme de placementdirect.fr, donc vous avez la possibilité de vous positionner sur une durée allant de 1 à 5 ans avec des taux qui vont de 3,10% à 3,30%. Donc, ça permet donc de verrouiller en fait ce rendement dans le temps. Et donc c'est une forme de sécurité. Et aujourd'hui, dans un environnement incertain, donc on estime chez placementdirect.fr que verrouiller un rendement compétitif sur plusieurs années a du sens. Donc, alors il faudra bien avoir en tête que les rémunérations dont on parle sur les comptes à terme, mais également sur les livrets, sont brutes de fiscalité. Donc aux taux qui sont généralement affichés. Donc, chez Placement Direct, pour vous donner un ordre d'idée, donc je le rappelle, on est entre 3,10 et 3,30% sur des maturités, donc de 1 à 5 ans. Et il faudra retirer à cela la flat tax de 30%. Très bien, merci. La tâche flat tax qui comprend en fait, qui se compose de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% de prélèvements forfaitaires. Donc, il faut retirer ça au taux bien sûr affiché, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les comptes à terme, pour compléter ce que tu disais, Natèche, les comptes à terme dans un environnement chahuté permettent quand même d'avoir une forme de sérénité sur plusieurs années quant à la rémunération de son épargne. Donc, c'est quelque chose à envisager, à notre sens, de façon sérieuse. Alors, question suivante, une question de Jacques
qui nous demande l'impact, quel est l'impact de la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne de 25 points de base, donc de 0,25%, sur les fonds monétaires et sur les fonds obligataires. Donc, depuis 2 ans, dans l'enchaînement de la hausse de l'inflation suite à la crise ukrainienne et la guerre, la Banque centrale a augmenté 8 fois, je crois, ses taux directeurs pour les porter à 4%. Là, début juin, nous avons connu une première baisse, donc une inflexion de la courbe des taux courts, parce que la Banque centrale ne joue que sur les taux courts, de 0,25 points. Ça veut dire que automatiquement, ça impacte mécaniquement les fonds monétaires qui sont des fonds de très court terme. Donc ça fait baisser un petit peu leur rémunération. Pour les fonds obligataires, qui sont des produits à moyen long terme, sur plusieurs années, l'impact est pas évident, la corrélation n'est pas parfaite du tout. Même il y en a plutôt pas, parce qu'on voit depuis quelques jours ou quelques semaines les taux obligataires, notamment des obligations d'État, mais il y a une corrélation avec les corporates, les obligations d'entreprise assez évidente, qui augmentent assez significativement puisqu'il y a une tension un peu politique en Europe. Et donc, on voit plutôt les taux obligataires moyen-long terme progresser. Donc, en fait, impact sur les fonds monétaires à court terme, baisse de leur rémunération, ça c'est instantané. Sur les fonds obligataires, il n'y a pas eu d'impact et on voit plutôt que la situation, la conjoncture fait que c'est plutôt ça qui a une sensibilité sur les taux moyen-long sur le marché obligataire. Voilà, Jacques. Natèche, une question de Philippe qui nous demande qu'est-ce qu'il est possible de trouver comme placement aujourd'hui offrant une rémunération nette de 3%. On en a déjà un petit peu parlé. C'est vrai qu'on est dans un nouveau monde où aujourd'hui, il est possible d'avoir de la rémunération sans risque. Et ça fait du bien parce que pendant longtemps, on avait plus ce luxe-là. C'est vrai, Henri, tu as raison. Historiquement, c'est vrai que pendant des années, on a eu des taux d'intérêt qui étaient nuls, voire négatifs. Donc, automatiquement, la rémunération garantie d'épargne, donc le taux sans risque, ne permettait pas d'avoir des rendements très attractifs, à court terme ou sur notamment le fonds en euros de l'assurance vie qu'on connaît tous, qui ne faisait que baisser. Aujourd'hui, on a changé de paradigme. Donc, depuis 1 an et demi, 2 ans, donc on a des taux d'intérêt qui sont très largement positifs. Donc, il y a tout un tas de solutions aujourd'hui pour avoir une rémunération nette autour de 3%, voire un petit peu plus avec une garantie en capital à tout moment. Ça peut être le cas du fameux fonds en euros d'un contrat d'assurance vie qui voit son rendement moyen progresser. Ça peut être également le cas des nouveaux fonds en euros. On en a lancé un chez placementdirect.fr, donc qui s'appelle le contrat placement direct Euro Plus, qui a servi à un rendement net, donc de frais de gestion de 4,10% en 2023. Alors, à cela, il faudra retrancher les prélèvements sociaux de 17,2, mais on est au-delà de 3% avec une garantie en capital à tout moment. Les super livrets boostés permettent d'avoir des rémunérations sur quelques mois uniquement. Et les comptes à terme dont on a parlé tout à l'heure aussi, Natège, qui peuvent permettre, alors à la brute, de fiscalité, mais de dépasser les 3%. D'ailleurs, sur les comptes à terme, on l'a pas dit, mais chez Placement Direct, on a augmenté leur rémunération, alors que la plupart des comptes à terme, anticipant la baisse des taux de la BCE, avaient plutôt tendance à baisser leur rémunération. C'est pas le cas chez nous, donc on est assez content de pouvoir être compétitif également sur cette catégorie de support d'investissement. Merci Natèche. Nous continuons avec une question d'Hervé, toujours sur la partie stratégie d'investissement. Hervé qui nous demande quelles sont les alternatives au fonds euro de l'assurance vie. Alors, j'ai envie de dire, Hervé, que des alternatives au fonds euro de l'assurance vie, il n'y en a pas, parce que disposer d'un produit à capital garanti à tout moment, rémunérateur, puisque l'année dernière, on était autour de 2,5 de rémunération moyenne, mais on a des contrats, et on est content d'en avoir, qui font beaucoup mieux. Dans un cadre fiscal et civil très particulier et surtout très avantageux, il n'y a qu'en France que ça existe, et on est ravis de pouvoir en profiter en France. Donc, une réelle alternative au fonds euro, il n'y en a pas. Par contre, il peut y avoir des solutions d'investissement peu risquées qui disposent d'un potentiel de performance supérieur au fonds euro. Ça peut exister, mais vraiment, le fonds euro est actuellement la colonne vertébrale de l'assurance vie, redevient en tout cas un élément central qu'on avait un petit peu oublié. Nous, chez placementdirect.fr, on l'a toujours défendu, on a toujours estimé que c'était important d'avoir du fonds euro en tout cas, important d'utiliser le fonds euro comme variable d'ajustement de la mesure du risque de son contrat. C'est ce qui a un autre sens, ce qui est le plus confortable pour l'épargnant. Donc, de réelles alternatives, il n'y en a pas. Des solutions annexes, il peut y en avoir, mais avec forcément une prise de risque, parce que le fonds euro, on le répétera jamais assez, garantit en capital à tout moment. Si vous sortez du fonds euro, c'est pour aller sur des supports en unités de compte qui ne sont pas garantis en capital, à l'inverse du fonds euro, mais qui disposent d'un potentiel de performance plus important, mais qui subissent la hausse et la baisse des marchés financiers, mécaniquement.
Et puis une autre question de Philippe, alors c'est dans la continuité, donc je vais également répondre, hein, qui nous demande s'il est encore temps de se positionner sur les fonds obligataires datés. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé un peu des comptes à terme, les fonds obligataires datés, on pourrait presque reprendre un petit peu la mécanique, hein, ça vous permet aujourd'hui de verrouiller un rendement suite à la hausse des taux, de verrouiller un rendement des coupons obligataires et de porter les obligations jusqu'à leur remboursement. Donc quelque part, vous vous affranchissez un petit peu du risque de marché lié à l'évolution des taux d'intérêt sur des actifs obligataires. Donc ça, c'est plutôt très sain. Les fonds datés ont très très bien marché depuis un an. Ils se sont très très bien vendus aussi. La baisse des taux qu'on avait connue il y a quelques mois leur donnait peut-être un tout petit peu moins d'attractivité. Là, la hausse des taux qu'on connaît depuis quelques semaines leur redonne un petit peu de vigueur. Et donc, on estime chez placementdirect.fr que le moment redevient très très favorable pour y aller. En complément, bien sûr, d'autres solutions peu risquées. Les fonds datés, souvent, on est sur des niveaux de risque autour de 2 sur 7, voire 3 sur 7, pas plus. Hein. Donc, ce sont des solutions qui sont intéressantes. Autant le faire dans des contrats qui sont peu chargés en frais sur des supports en unité de compte, hein, parce que sinon, ça vous grève une partie de la performance automatiquement. Et puis, derrière, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être ne pas se positionner sur des fonds datés avec des échéances trop lointaines, parce que l'environnement économique est quand même un petit peu chahuté. Ce qui est en train de se passer peut-être va apporter de la volatilité. Donc, sur des horizons à 2 ou 3 ans, sur du 2026 ou 2027, pourquoi pas. Sur des fonds datés à plus longue échéance, c'est peut-être un petit peu plus risqué. On aurait tendance à plutôt privilégier, nous, des fonds datés un peu plus courts en termes d'horizon d'investissement. Voilà, Philippe. Alors, est-ce que c'était la dernière question, Natèche? Oui, c'était la dernière question. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci, Natèche, de ta présence, de ton premier webinaire chez placementdirect.fr. Merci beaucoup. On en fera plein d'autres. On a plein d'idées pour vous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous dire si vous avez aimé ce nouveau format questions-réponses que nous vous proposons. On pourra le refaire régulièrement. Ça, c'est pas un problème. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Nous y répondrons par mail ou lors d'un prochain webinaire également. Juste, je vous rappelle je vous rappelle, on n'a pas encore fait l'annonce, mais début juillet, nous vous proposerons un webinaire sur la gestion pilotée avec le gestionnaire de nos gestions pilotées sur nos contrats d'assurance vie assurés par Swiss Life, Vladimir, qui est un habitué également de nos webinaires. Ce sera l'occasion de faire un point aliéné et de parler de l'environnement économique et aussi politique, puisqu'il est en train de fortement bouger. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire également à ce prochain webinaire qui vous sera présenté dans peu de temps, et puis retrouvez en replay cette présentation dans les prochains jours. Et merci beaucoup. Merci encore, Natèche, et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci.